Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 92 de Beats. Un Beats un peu spécial ce soir puisque je suis accompagné de moi-même, tout seul ce soir, un petit Beats en solo, reprise des vacances. Petit imprévu de Cédric là qui a eu une petite urgence, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est encore les vacances pour certains, il y en a qui reviennent, il y en a qui sont en train de partir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont revenus et j'espère qu'elles sont bientôt pour ceux qui vont partir. Merci, les meilleures personnes sont sur le canapé ce soir, merci à vous. Bonsoir, alors bonsoir à la chatroom qui nous regarde sur Twitch, bonsoir Nico Poppy, notre CM préféré, Ghost Dragon 77, Android Windows, ouais un Beats, ouais, après une petite pause estivale, histoire d'agenda, tout le monde n'était pas dispo, moi j'étais parti, voilà, donc c'était un peu plus compliqué. Du coup, il y a eu un petit peu de baisse de news pendant l'été, mais là c'est reparti, hein. Franchement, là... Tu n'es pas tout seul, Valguard qui nous dit merci, merci, vous êtes avec moi, je compte sur vous évidemment pour réagir sur les news, pour me poser des questions, pour réagir sur l'actu de manière générale. Bonsoir à Delph également. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer, on a pas mal de news quand même. Oui, parce que Cédric m'avait quand même aidé à préparer un petit peu tout ce contenu de Beats, mais vous inquiétez pas, on va récupérer tout ça. Et on va commencer tout de suite par la plus grosse annonce récente, on peut dire, qui est la sortie de Android P. Ouais, Android P, donc Android version 9 qui est maintenant disponible et qui s'appelle, du coup le nom a été révélé, Android Pie. Donc Pie comme la tarte. Tout simplement, c'est une tarte, voilà. Alors ça me fait penser que j'ai oublié de vous mettre le logo de la mascotte, puisque vous savez que Google, à chaque fois qu'une nouvelle version d'Android sort, ils font une nouvelle statue grandeur nature qui vont exposer devant le bâtiment Android chez Google. Voilà, donc ils ont fait une jolie... le Popsicle, ben non, ça ne veut pas être Popsicle, ils l'ont appelé Pie, évidemment. Je trouve ça un peu simpliste comme nom, ils se sont pas trop foulés sur celui-là. Et même sur la statue, en fait, ils ne se sont pas foulés, puisqu'ils ont pris un petit peu comme Nougat, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, ils ont juste mis un Bug Droid, donc la mascotte Android, et ils l'ont mis sur une tarte à côté, et puis il tient une part de tarte à côté. Voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le plus important dans l'histoire. Donc il est sorti le 6 août et il est disponible et déployé directement sur Android, version 9 Android était disponible directement sur les versions sur les Pixel 1 et 2, pardon. Pixel et Pixel XL également, et aussi petite surprise sur le Essential Phone, voilà, donc le PH1, le seul téléphone Essential, mais ça a été mis à jour direct dans la foulée. Voilà, alors voilà, dispo sur Apple Pie également, super. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la vitesse de déploiement, puisqu'en fait, il a été annoncé la veille au soir, et le lendemain, j'avais déjà des collègues qui ont des Pixel 2 qui m'ont dit bah ça y est, crac, j'ai la mise à jour directement déployée. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça a été plutôt rapidement déployé et adopté. Alors évidemment, c'est des pixels, donc on peut aussi dire ouais, il n'y en a pas beaucoup des pixels, donc forcément, ça a été rapidement déployé. C'est pas faux, mais il n'empêche que c'était déployé sur tous les pays, y compris la France, voilà. Même si les pixels ne sont pas disponibles en France, les versions françaises, européennes en tout cas, ont reçu la mise à jour. Et en général, ils le font plutôt par segment, donc c'est pas mal. Dispo sur Raspberry Pi, absolument, t'as tout compris, voilà. Alors, pour la suite des mises à jour, les autres téléphones qui étaient déjà prévus, qui ont participé au bêta, ils auront la mise à jour d'ici la fin de l'automne, donc il n'y a pas de calendrier plus précis. Mais on a la liste des téléphones qui vont supporter cette mise à jour, ça n'a pas changé. Donc il y aura évidemment le OnePlus 6, mise à jour que j'attends avec impatience, le Sony Xperia XZ2, le Xiaomi Mi Mix 2S, ça aussi on l'avait dit, le Nokia 7 Plus, le Oppo R15 Pro, le Vivo X21, donc c'est quand même beaucoup de téléphones chinois hein, dans l'histoire, et Sony en plus. Et après, il y aura évidemment tous les téléphones qui font partie de la gamme Android One. Donc ils vont aussi récupérer cette mise à jour d'ici la fin de l'automne. Voilà. Alors, on nous dit abuser le retard sur l'Android One. Alors, ils n'ont jamais dit avec Android One que la mise à jour serait disponible le jour même de la sortie de Android. Hein. Il faut savoir que les versions d'Android sont développées pour une certaine gamme de téléphones. Donc là, en l'occurrence, les Pixels, ce sont les téléphones que les développeurs ont. Et après, les autres téléphones, en général, ils vont juste adapter ou mettre à jour juste les pilotes pour reconstruire l'image, mais il n'y a pas beaucoup plus de travail à faire que ce qu'il y avait avant. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Et encore une fois, on parle de au max de 3 mois. Au max 3 mois. Faut vous rappeler un petit peu avant l'historique d'Android, il y avait des versions qui mettaient des lustres avant d'arriver. Après, également, je pense qu'il y aura beaucoup de ROM alternatives qui vont arriver entre-temps.
des développeurs qui vont reconstruire eux-mêmes ces nouvelles images de ROM avec, ils vont récupérer les drivers des versions existantes et remettre la version open source d'Android pour reconstruire une image alternative. Donc, l'intérêt aussi des téléphones sur Android One, c'est que normalement, ce travail-là est beaucoup plus simplifié, ça devrait arriver plus vite. Donc c'est une date au plus tard, et on devrait avoir, j'espère, des surprises pour des versions plus récentes. Linéage va être dispo avant. Alors linéage peut-être, mais pas forcément beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, ils mettent du temps quand même à construire une version stable. Je parle de la version stable. Ils vont avoir des versions instables avant, mais tu auras, à mon avis, des ROM alternatives tierces qui vont arriver beaucoup plus vite que ça. Et encore une fois, ça va dépendre de la communauté qu'il y a derrière et du téléphone du coup qui est ciblé. Voilà. Alors on va reparler un petit peu des nouveautés qu'on va retrouver dedans. Alors oui, le petit logo, voilà, vous savez quand vous faites le à propos sur le téléphone et que vous appuyez plein de fois, vous avez le logo de la version qui apparaît, et voilà, vous aurez cette belle image là. Alors les nouveautés. L'image AOSP est disponible, absolument. Elle a été poussée sur le repo par les développeurs de Google. Ça a été annoncé en même temps que la sortie. Alors une des premières nouveautés, ça va être ça, la Adaptive Battery, donc une batterie intelligente. Le principe, c'est que le téléphone va... alors, ils font la pub sur cette version d'Android P d'une version qui est beaucoup plus intelligente et qui va être truffée d'IA, de deep learning, de réseaux neuronaux, etc. Et le première cible, ça va être la batterie. Et en fait, ils ont inclus des algorithmes, effectivement, qui vont regarder un petit peu l'usage que vous faites du téléphone, et notamment des applications, et du coup, optimiser la gestion de la batterie par rapport aux usages des applications. Alors, l'exemple qui est pris, c'est les applications que vous allez utiliser le plus souvent vont rester du coup en tâche de fond et l'OS va continuer à lui distribuer une part de ressources du téléphone assez conséquente. Donc il aura accès à du CPU un peu plus intéressant, etc. Les autres applications vont être plus rapidement éteintes. En fait, vous avez une application qui vous sert une fois de temps en temps, il ne va pas prendre du temps et de la ressource, et donc de la batterie en l'occurrence, pour la faire vivre, puisqu'il savait que vous l'avez lancé une fois, puis après ça s'arrête. C'est un exemple qui prend. C'est plutôt intelligent, ça va plus loin que les optimisations qu'ils ont faites jusqu'à présent. Après, à voir si au quotidien ça va vraiment changer la donne. C'est plutôt intelligent. Android Police annonce qu'ils sont déjà déçus par la version batterie adaptative sur le Pixel. Ouais, alors c'est pareil, il faut voir après à la durée, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout neuf, donc il faut peut-être laisser le temps au téléphone d'apprendre un petit peu les usages qu'on en fait. Après, je pense pas que ce soit pénalisant pour le téléphone, pour l'usage du téléphone. Ça va se mettre en place, et au mieux ça optimise la batterie, au pire, t'es pas censé avoir une grande différence d'utilisation de ton téléphone. Après, une autre des fonctions intéressantes qui va être plus du coup dans le framework, donc qui va être des nouvelles capacités qui sont proposées par l'OS pour les applications, ça va être les slices. Donc les slices, c'est ça. Ça va être en fait la capacité de proposer des applications en fait proposent des morceaux de son contenu au sein de l'OS dans d'autres endroits. Alors l'exemple pris, c'est surtout au niveau de la recherche. Voilà, donc ça c'est un exemple de slice, et ça c'est intégré à la recherche. Donc là vous voyez, vous cherchez un peu une recherche sur Lyft, donc vous cherchez l'application Lyft dans la zone de recherche, et vous avez directement en fait des propositions de contenu en dessous, vous voyez. C'est pas juste j'ai trouvé l'application, je la lance, c'est je te propose de faire des choses dans l'application. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'application va pouvoir, les applications vont pouvoir proposer en plus, et du coup, ça va s'intégrer dans l'application de recherche, et donc du coup, dans le launcher, un peu partout dans Android. Voilà. Salut Charlie. Donc ça, c'est une des premières fonctions, les slices. Après, on va retrouver également les App Action. Donc ça, on l'a déjà vu également. C'est ça, c'est la capacité, en fait, dans le launcher, donc dans le tiroir d'application, à avoir des raccourcis de la même manière sur des fonctions de l'application. Donc là, typiquement, ça va être la possibilité de lancer une navigation vers une adresse directement, et pas juste lancer Maps. Voilà, donc là, appeler un contact, envoyer un SMS directement, un raccourci vers ça. Toutes ces fonctions-là existent déjà dans Android. C'est juste que là, les applications vont pouvoir étendre ce principe-là. On le retrouve plus sous la forme de widget actuellement, mais qu'on doit mettre manuellement sur un écran, etc. Alors que là, c'est plus la possibilité en fait de rendre ça dynamique, et fonction des usages qu'on en a, et encore une fois, de manière intelligente à détecter, je sais que tu vas bientôt partir pour rentrer chez toi, je te propose de lancer un bouton automatiquement avec la navigation pour aller chez toi. Voilà. Faut imaginer aussi que c'est un peu la suite de ce qu'on avait dans le Google Now, vous savez, avant la partie qui proposait des actions, c'est dans la continuité de ça, au sein d'applications en fait. Voilà. Des slices dans des pailles, oui, très bien, c'est vrai, exactement. Des parts de gâteau au sein des applications, tout à fait.
Il fallait qu'ils trouvent un nouveau nom, ils avaient déjà mis des fragments, des trucs, ils avaient utilisé tout ce qu'il faut pour découper des trucs, ils ont maintenant parlé de slice. Voilà. Les Hype Action c'est fait, le multitâche, évidemment, ça a été retravaillé, cette partie-là également. Donc il y a des nouvelles gestures qui sont disponibles, donc des nouveaux gestes. Donc là c'est le multitâche, on a un slice, donc là vous voyez vers le haut. Et ce que vous remarquez également, c'est sur la capture, vous avez un téléphone qui a les boutons de navigation en bas, les 3 boutons, qui sont à moitié disparus. Donc la capacité en fait à mettre en avant plus les gestures que les boutons de navigation historiques. Et donc là un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur les iPhones, et bien on slice vers le haut, on a le multitâche qui apparaît avec les cartes d'application, on peut naviguer rapidement entre elles et on peut les faire disparaître pour les kills. Voilà. Alors petit point à noter, vous voyez là donc ça c'est sur le launcher des pixels, et vous voyez qu'on retrouve en plus en bas les boutons d'action rapide, aussi le téléphone, le message, etc. Ça on l'avait pas avant sur le multitâche, et c'est nouveau, ça a été réintégré maintenant, mais ça n'est que dans les launchers officiels de Google, du Pixel. Donc les téléphones tiers en fait vont récupérer le multitâche, mais n'auront pas la capacité à récupérer la barre de raccourci en bas. Alors ça c'est un peu dommage, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est ça, ça ne marchera pas sur les launchers alternatifs, tout à fait. On aura juste le déplacement d'application et pas la partie en bas. C'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi, je sais pas s'ils n'ont pas été au bout du sujet ou c'est que c'est une limitation technique, mais sur les launchers alternatifs on n'aura pas ça. Donc ça veut dire que soit on va continuer à avoir dans les versions des applications des constructeurs tiers du multitâche différent, ou alors on aura juste un multitâche version un peu dégradée des pixels. Bon, je sais pas vraiment, on verra de toute façon à l'usage. Moi perso, sur le OnePlus, j'ai le Pixel Launcher alternatif. Vous savez, il y a un développeur qui a adapté le launcher des pixels pour le OnePlus, puisque sinon il y a le launcher OnePlus, que je trouve pas terrible. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Si on va quand même récupérer cette fonction ou pas, sachant que c'est vraiment en fait le launcher des pixels qui a été juste sorti et rendu disponible à l'extérieur. Bon. Voilà, même question Android Windows, c'est très bien. On verra bien à l'usage. Je vous dirai ça quand la mise à jour sera publiée. Un autre truc qu'on a vu, c'est que donc ils ont intégré plus profondément dans l'OS la possibilité de gérer les encoches. Vous savez, les notches qu'on a en haut des téléphones. Donc on a maintenant une vraie API dans le SDK, donc dans les outils de développement pour Android, pour gérer les notches proprement de manière standard. Et ils ont étendu la capacité au maximum à 2 notches. Donc ça veut dire un en haut, un en bas, a priori. Pas plus. On n'a encore jamais vu ça. Ou peut-être 2 en haut, je sais pas, à voir. Mais ils ont juste limité ça à ça. Bon, c'est un choix, on verra. Je pense pas avoir vu déjà un téléphone qui avait 2 notches. Mais bon, déjà, le gérer proprement, c'est une vraie problématique, autant pour les développeurs que pour les constructeurs et les fournisseurs d'OS comme Google. On verra bien. Le notch du Pixel 3 XL sera énorme. Alors on va en parler après. On va en parler après, du coup je vais faire le débat avec moi-même, mais on avait débriefé avant un petit peu avec Cédric sur ça. Vous allez voir, on va en parler un petit peu du notch du Pixel 3 XL. Voilà, mais écoutez, si parmi vous il y en a qui ont déjà eu la mise à jour, je sais que Smashou sur Slack il a récupéré, il a testé un petit peu, il était assez content. Bon, finalement ça change pas grand chose dans l'OS au quotidien. Moi j'ai pu le tester sur un Pixel 2. C'est pas la grosse révolution. On a les notifications aussi qui ont un peu évolué, c'est un peu plus sympa, il y a quelques petites retouches d'ergonomie à droite à gauche. C'est pas la grosse révolution, mais ça reste des évolutions sympathiques. Voilà. Bientôt ils vont mettre 4 notches, c'est ça, sur les 4 côtés. Et puis derrière aussi, ils vont mettre les écrans de chaque côté, donc 8 en tout. Et du coup on va retrouver les bords en fait, des téléphones avec des bords. Merveilleux. Allez, on enchaîne sur la news suivante. News Tesla, vous pouvez la cocher celle-là dans le bingo, puisque Elon Musk a annoncé qu'il allait mettre dans la prochaine mise à jour de l'OS, du software des Tesla, les nouveaux Easter eggs qui vont contenir des jeux Atari. Wouh alors ça parle à mon cœur de rétro gamer, évidemment. Et en fait, ça va être des jeux qui vont être cachés. Voilà, donc ils ne sont pas accessibles de partout. Par contre, il y aura des petits raccourcis pour aller les chercher. Vous inquiétez pas, je pense que ça va être rapidement diffusé et que ça ne sera pas trop caché trop longtemps. Donc il y a 3 jeux, il a clairement annoncé les 3 jeux qui allaient être disponibles. Donc c'est des jeux Atari. Donc il y a Pole Position, Tempest et Missile Command. C'est un spoiler RGB de vendredi, tout à fait. Mais c'est une news crossover en fait, faut le voir comme ça. Regarde, elle m'a mis le t-shirt qui va avec, tu vois. Alors, premier jeu, Pole Position, regardez, on met même les belles images qui vont avec, vous voyez, c'est ce jeu-là, c'est magnifique, plein de pixels et très peu de couleurs.
Tu peux jouer qu'un autopilote. Haha, ouais. Alors après, Tempest, c'est celui-là. Ouais, donc c'est un jeu sur le principe vectoriel où vous devez en fait, vous avez un petit vaisseau qui est à gauche là et en fait vous devez éviter en fait les éléments qui arrivent en fond. Voilà, c'est un jeu assez typique des tunnels qui défilent. Et Missile Command qui est un, hop là j'ai cliqué une fois de trop, qui est un jeu de shoot avec des calculs balistiques de missiles, etc. Voilà. Je pense que c'est assez connu. Alors le truc le plus intéressant dans l'histoire, bon effectivement on met des jeux dans la voiture, ça ne sera disponible que quand la voiture sera à l'arrêt, évidemment. Mais le truc qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que ils ont clairement dit que pole position, il allait être jouable avec les commandes de la voiture. Les commandes de la voiture, c'est quoi? C'est le volant. Donc là, il faut s'imaginer qu'on aura un truc comme ça. Donc, vous voyez le grand tableau de bord de la Tesla, la grande tablette au milieu, avec pole position, et en fait vous allez piloter la voiture avec le volant de la Tesla. Alors là, je trouve ça vachement intéressant. Alors évidemment, ça va pas être possible sur tous les jeux sont pas adaptés au gameplay volant, mais sur un jeu de voiture comme ça, je trouve ça plutôt marrant. Donc tu vas pouvoir conduire un jeu avec ta Tesla. L'idée est assez intéressante. Alors je pense qu'il y aura que le volant, il n'y aura pas forcément les pédales qui vont être utilisées derrière. Et puis bon, c'est qu'à l'arrière, je le rappelle. Mais ça peut être vraiment fun à faire. Alors après, ça veut dire quoi? Les autres jeux, comment ils vont être jouables? Est-ce qu'ils vont être jouables en tactile? Est-ce qu'il y aura des manettes qu'on pourra connecter dessus? On ne sait pas encore vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste une blague en fait de la part de Tesla et de Elon Musk. Ils veulent se lancer là-dedans, puisqu'en plus de ça, ils ont fait une annonce sur le recrutement. Ils ont un poste ouvert pour un recrutement d'un développeur de jeux vidéo. Et ça a été relayé officiellement par Elon Musk et tout, pareil sur Twitter. Il dit que oui, on cherche à avoir des développeurs de jeux, ils en cherchent au moins un, pour améliorer en fait l'infotainment dans la voiture. Alors l'infotainment, c'est tout ce qui est l'autoradio, tout ce qui est capacité de la voiture à apporter autre chose que la conduite. Donc le principe de base, c'est la navigation, la radio, la capacité à écouter des musiques en streaming, les cartes SD, etc. Et ça va maintenant jusqu'aux jeux vidéo. Alors là, je trouve ça que c'est super intéressant. C'est un nouveau cas d'usage en fait au sein des voitures. Jusqu'à présent, on allait jusqu'à la diffusion de vidéos. Vous savez, des autoradios qui ont des écrans qui peuvent sortir et sur lesquels on peut mettre des DVD, des choses comme ça pour regarder des vidéos. Et je crois pas, qu'on ait été jusqu'à avoir des jeux vidéo disponibles dans la voiture, dans l'autoradio, dans l'ordinateur de bord directement. Et bien là, c'est un constructeur qui s'y met vraiment. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est original. Et ça peut devenir vraiment un bon cas d'usage. Moi, j'imagine bien le truc, tu vois, dans les bouchons, là, t'es coincé, ben, hop, tu sors un petit jeu pour. Ça veut dire qu'il faut quand même des petites parties courtes, et puis quand tu redémarres, crac, le jeu s'arrête, se met en pause. Il y a quand même un peu de travail, tu vois, sur le gameplay, et sur la capacité à sauvegarder la partie, la reprendre après derrière. J'attends de voir ça, ça peut être pas mal. Autoradio Parrot, où est-ce que ça fait ça, je sais pas. Il suffirait de mettre un dock switch au sein de la Tesla. C'est pas bête, surtout qu'en plus tu aurais Dead Cells dessus. Alors là, je serais trop heureux. Un petit Dead Cells dans la Tesla, faut qu'on en parle. On va aller voir Motion Twin, on va leur demander. Mais bon, on verra bien. Salut Jaël, ouais, t'es en retard, mais pas beaucoup, t'inquiète pas. Si toi au fond, personne t'a vu, on dit rien. Chut. Les jeux vidéo, c'est pour anticiper quand ce sera full autopilote. Peut-être, mais en fait, quand la voiture roule, même en autopilote, les jeux sont pas accessibles. Parce que je vous le rappelle, en autopilote, il faut quand même encore être vigilant, avoir les mains sur le volant et tout. Donc c'est pas encore ça, mais peut-être qu'effectivement ils envisagent qu'à terme. Mais non, parce qu'en full autopilote, t'auras même plus de volant dedans, t'auras plus de manette, t'auras plus rien. Bon, on verra bien. Le gars il va dormir dans le garage pour jouer au jeu. Ouais, exact. T'imagines, c'est génial ça. Et t'as ta game room directement. Ta voiture fait game room, c'est parfait. T'as plus besoin de te construire une nouvelle pièce en fait. Tu mets ta voiture dans ton garage, qui est déjà plus ou moins ta pièce. Et en fait, crac, tu rentres dans ta voiture, t'as tes jeux. C'est parfait. Moi je trouve ça génial, c'est une bonne idée. Il manque juste la Tesla en fait, c'est ça. Merde. J'ai le garage, mais il manque la voiture dedans. Bon, affaire à suivre, il n'y a pas de... Si, la date, c'est la prochaine mise à jour. Donc il n'y a pas encore la date de la prochaine mise à jour, mais ça va aller assez rapidement, puisqu'ils diffusent des mises à jour régulièrement. Je crois que c'est plusieurs fois par an, donc d'ici quelques mois, vous allez avoir une mise à jour des Tesla, pour ceux qui en ont et qui auront la capacité à aller chercher des jeux comme ça. C'est plutôt cool. Allez, on enchaîne avec une nouvelle news sur des réseaux neuronaux. Alors celui-là, il est un peu original quand même. Parce que des réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle, on en parle un peu partout, mais là, c'est des chercheurs qui ont été créés en fait un nouveau système pour exécuter quelque part des réseaux neuronaux. Alors celui-là, il est lumineux et il est passif. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça. Oui, la news sur la Tesla, sur le fait de rendre Tesla privé, on en reparle après, c'est un peu plus bas, ne vous inquiétez pas.
Alors, ce réseau neuronal, alors c'est des chercheurs de l'UCLA, donc l'Université de Californie à Los Angeles, qui ont travaillé là-dessus. Donc c'est un réseau neuronal d'apprentissage profond. Ça veut dire qu'il y a un principe de neurone, et il y a plusieurs couches d'apprentissage. On va en reparler un petit peu. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt qu'avoir en fait un algorithme et des éléments, un programme qui s'exécute en mémoire, qui manipule des structures de données, là, on va avoir un élément physique qui va être des ondes lumineuses, donc des faisceaux de lumière, qui vont être propagés physiquement dans l'espace et qui vont en fait traverser plusieurs plaques qui vont dévier ces flux lumineux et qui vont en fait reprendre le rôle de ce que font les neurones informatiques dans un programme de réseau neuronal simulé comme ça dans l'informatique. Alors, comment ça se passe? Eh bien en fait, salut Batix, on va avoir des plaques comme ça. Vous voyez, donc là il y a 5 plaques qui correspondent aux 5 couches du réseau neuronal. Et on voit qu'il y a des éléments qui dépassent un petit peu dessus, donc il y a des aspérités. En fait, ce sont des plaques qui sont imprimées en 3D et qui vont retrouver dessus une matrice de pixels. Donc il y a en gros un quadrillage. Et sur cette matrice-là, il y a des endroits qui vont dépasser, qui vont un petit peu pencher, etc. Et tout ça va reconstituer une structure dans laquelle en fait les faisceaux lumineux, quand ils vont traverser, ils vont être déviés, diffractés, donc séparés, regroupés, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur les ondes lumineuses. Et il y a 5 couches. Voilà, donc c'est des plaques imprimées en 3D. Et alors comment ils ont fait leur travail? En fait, l'entraînement du réseau neuronal, donc l'apprentissage, se fait par informatique. Parce que l'apprentissage, en fait, modifie la structure du réseau. Donc là, les plaques imprimées en 3D, une fois qu'elles sont imprimées, elles sont immuables, elles ne peuvent pas bouger, hein, elles sont fixes. Donc en fait, ils entraînent le réseau neuronal informatiquement, donc c'est une simulation, si vous voulez, informatique. Et une fois qu'ils ont le résultat attendu, donc par rapport à ce qu'ils veulent faire avec ce réseau, et bien ils convertissent en fait chacun des neurones. Donc le neurone, il va prendre une entrée et il va en faire des sorties. Et bien ils convertissent ça au sein de la plaque par un pixel va prendre un rayon lumineux et il va soit le rediriger, soit le diffracter, soit le regrouper derrière. Ils ont converti ça comme ça. Alors, du coup, l'entraînement, ils l'ont fait sur la reconnaissance de chiffres. Voilà. Donc le principe, c'est celui-là. Voilà. Vous avez tout à gauche donc, le chiffre 5 que vous voyez, qui est en fait un élément projeté, et le réseau va devoir reconnaître et détecter que c'est le chiffre 5 qui est affiché. Donc il y a 5 couches, hein, vous voyez, ils entraînent la reconnaissance de ce chiffre, donc ça ils l'ont entraîné de manière informatique. Et une fois qu'ils ont récupéré tous ces neurones, ils ont traduit ça dans les plaques que vous voyez là. Ces plaques-là, vous voyez, c'est la même représentation que ces plaques-là. Hop là, ces plaques-là. Alors, ils ont projeté en fait le 5, donc ils ont imprimé en fait en 3D un chiffre 5, et ils le projettent en fait avec un rayon laser qui va traverser les 5 plaques que vous avez vues. Quand ce rayon laser va traverser ces plaques, eh bien, au niveau de chacun des pixels, du coup, vous allez avoir une projection en fait du 5 sur la plaque, donc comme vous feriez des ombres chinoises hein, quelque part. Et en fait, la première matrice va découper ça sous la forme de pixels, donc ils vont faire un échantillonnage en fait de l'image qui va des réseaux, des flux lumineux qui vont arriver. Et chacun des pixels du coup va rediriger ça, donc avec le fait que ça dépasse ou pas, et va rediriger ces signaux et ces ondes lumineuses en fait un peu partout. Ça traverse ces 5 couches là, et en sortie ils ont des capteurs, vous voyez, voilà. Donc il y a 9 capteurs, et à la fin, il y a un rayon qui va taper sur le capteur qui correspond au chiffre qui a été reconnu. Donc là, vous voyez, vous avez le capteur numéro 5 qui est allumé. Parce que le résultat de la traversée de ces 5 couches par la lumière fait que ça va atterrir sur un faisceau sur le 5. Alors vous allez me dire, pourquoi ils ont fait ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi ils se sont fait chier à aller chercher ça alors qu'on est capable de le faire de manière informatique? Que ça peut être dynamique, on peut en faire ce qu'on veut. Et bien le gros intérêt derrière ça, c'est que c'est entièrement passif. Là, le réseau neuronal qui est là, et bien il n'est pas alimenté. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Ce sont des plaques qui sont posées. Et la lumière les traverse, et en sortie, ça a reconnu de quoi la lumière était émise. Ça, c'est assez ouf, parce que c'est un vrai réseau passif. Alors évidemment, il ne peut pas changer. Hein. Une fois qu'il a été imprimé en 3D, il est capable de reconnaître des chiffres, point barre. Mais par contre, il va être capable de reconnaître des images projetées, sans avoir besoin d'être alimenté, sans avoir besoin d'une grosse machine derrière. Ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a des limites à ça. Déjà, le réseau neuronal, il fonctionne, celui-là, hein, dans l'exemple qu'ils ont pris, donc il reconnaît juste les 10 principaux chiffres, hein, de 0 à 9, et il a quand même une précision de 95%, ce qui est pas mal, ce qui est pas dégueu, mais ça reste très expérimental, et il faut savoir que c'est très sensible, en fait, c'est des ondes lumineuses, donc c'est très fin, donc le positionnement des plaques, l'orientation, etc., doit être extrêmement précise, donc c'est pas encore
très fiable pour être utilisé dans une utilisation quotidienne, dans des appareils qu'on va pouvoir bouger, entrechoquer, etc. Ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est que il faut quand même qu'il y ait une projection laser du chiffre qui soit fait, donc là du 5 que vous avez vu, et cette projection doit être parfaite également. Donc il faut qu'on soit bien aligné, les plaques soient alignées entre elles, et que la projection soit bien alignée en face, pour que les ondes lumineuses aillent taper directement dans les bons pixels de la plaque en face. Voilà, donc c'est la première limite. Mais en tout cas, pour une preuve de fonctionnement, je trouve ça assez fou, et ça ouvre pas mal de perspectives, puisqu'en fait, moi j'imagine qu'en fait, on pourrait très bien avoir ces principes de réseaux neuronaux miniaturisés, sans avoir besoin d'une grosse intelligence artificielle, d'une grosse capacité de calcul, pour pouvoir détecter et rendre des choses intelligentes en fait. Voilà. Aucune application pratique en dehors de ça pour l'instant, mais c'est une affaire à suivre et je trouve ça vraiment super intéressant. Voilà. Pour une fois que c'est pas encore des réseaux neuronaux informatiques qu'on embrasse maintenant un peu partout, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. On revient sur Android pour la news suivante et on va parler des Pixel 3 puisque évidemment il y a eu une petite fuite sur la date de sortie des Pixel 3 qui est annoncée pour le 4 octobre. Alors pourquoi il y a eu cette fuite ? Ça c'est assez intéressant. En fait c'est que Google, comme beaucoup de constructeurs, de fabricants, organise en fait les campagnes de communication autour des produits qui vont sortir. Et là en l'occurrence, ils ont communiqué auprès, donc ils ont une agence, là, vous voyez, qui s'appelle, comment ça s'appelle ? C'est marqué là-haut. Fan, j'ai oublié le nom, bref, vous allez voir la barre d'adresse, vous allez le voir. Donc une agence de communication en fait qui va contacter des influenceurs, pour leur dire hop, préparez-vous, il y a quelque chose qui va sortir, est-ce que ça vous intéresse de faire partie des gens qui vont recevoir et tester un nouveau produit, etc. Et donc là, ils ont envoyé la communication pour la sortie des Pixel 3 pour le Canada auprès de certains influenceurs, et évidemment, c'est sorti un peu trop. Ça a été FameBit, voilà, merci pour ça. Ça a été sorti un petit peu trop et ça a fuité comme ça. Et donc dedans, il y avait clairement la date de sortie qui était le 4 octobre. Voilà, donc NDA ou pas, maintenant c'est public. Donc ça a été dévoilé par erreur. Du coup, les Pixel 3 et Pixel 3 XL sortiront le 4 octobre. Voilà. Et du coup, il y a également eu plus d'infos puisqu'il y a eu en parallèle de ça un unboxing vidéo qui a fuité sur les Pixel 3 et on en sait également plus sur le contenu, sur les specs hardware de ce téléphone là. Alors sur le Pixel 3 XL, on a donc évidemment Android 9, donc Pie, un processeur 8 cœurs Qualcomm, pas mal, avec un chip Adreno 630 GPU, voilà, donc ça c'est plutôt cool. 4 Go de RAM et une résolution voilà, de 1440 par 2960, donc ce qui est à peu près classique avec 494 ppi. La photo de l'unboxing, la voilà. Donc là, c'est un Pixel 3 XL blanc. Alors, ce qu'on reconnaît de suite dessus, pas le notch encore, mais déjà, il n'y a qu'un seul capteur photo. Donc, ils vont réitérer la même chose que sur les Pixel 2. Alors, c'est bien et pas bien, parce que les Pixel 2, ils ont quand même réussi à faire une belle prouesse, puisqu'ils avaient des capteurs photo, un seul capteur photo, ils arrivaient à faire des photos assez folles avec ça, alors que les autres constructeurs cherchent à toujours mettre plus de capteurs photo. Le P20 Pro qu'en a 3, enfin voilà. Après, ils ont montré qu'ils sont capables de faire de très belles photos avec un seul capteur. Okay. Parce qu'ils retravaillent avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont la capacité à aller chercher le hardware au plus près, à manipuler tout ce qu'il faut pour avoir plein d'infos sur la photo et calculer en fait une image à partir de plusieurs prises de données, très bien. Mais maintenant, en fait, les Pixel 2, ils ont été dépassés en termes de photos. Il y a de nouveaux standards qui ont été faits. Donc, est-ce qu'on sera toujours au top en termes de photos ? Je sais pas. Et on en revient au sujet qui fâche, c'est le notch, le sujet qui divise, et pas que l'écran du téléphone, le notch du Pixel 3 XL qui est assez énorme, il est assez imposant. Alors, on a eu ce débat avec Cédric tout à l'heure. Alors, il est assez gros, on le voit bien sur la photo, mais il faut mettre en proportion, moi j'attends de voir parce qu'il faut mettre ça en proportion de l'écran. L'écran il est quand même assez grand, c'est un Pixel 3 XL. Et on a essayé de comparer en fait en regardant la capture et la vidéo même de l'unboxing avec le OnePlus 6 et les icônes, vous voyez la barre de notification en haut, les icônes à droite et à gauche sont quand même beaucoup plus petites par rapport à ce qu'on peut avoir nous. Donc la largeur du notch, elle n'est pas excessive. Par contre, c'est vrai que la hauteur, ce qui choque en fait, c'est que la hauteur du notch dépasse de la barre de notification Android. Et ça, c'est ce qui fait que ça peut être plus moche. Quand ça reste dans la barre de notification Android, ça peut se masquer. C'est ce que fait OnePlus avec la capacité à dire je mets tout en noir en haut, du coup le notch disparaît dans la barre de notification, on ne le voit plus. Là, tu n'as plus ce choix-là. Là, une fois que tu as un écran comme ça, le notch, forcément, il dépasse de la barre de notification. Ouais,
ça donne à peu près ça, vous voyez. Alors là, c'est moins choquant sur cette photo-là. Bon. Il y a aussi, deuxième truc, le menton en bas, puisqu'on a, il est borderless, mais que sur les côtés et en haut, mais pas en bas. Il y a un sacré menton, mais c'est aussi imposé par le fait qu'il y ait en fait un son stéréo, vous voyez, un haut-parleur en bas, qui est plus imposant que sur les autres téléphones qu'on n'a pas sur OnePlus. Moi, ça me choque pas, c'est plutôt même bien, parce que j'aime bien avoir du son stéréo frontal sur le téléphone. J'avais ça sur le Nexus 6 et j'avais un très bon son, et je le regrette. Franchement, le OnePlus 6, même si je l'adore, hein, c'est un très bon téléphone. Au niveau du son, quand tu écoutes avec le haut-parleur, tu mets un petit peu de. Tu as une vidéo, tu as un peu de musique que tu veux mettre comme ça à l'arrache. Alors, je suis pas fan hein, de me trimballer avec mon téléphone et la musique à fond, mais tu vois, à l'occasion, bah, tu es en train de faire un truc, au barbecue dehors, tu veux mettre la musique vite fait, t'as pas d'enceinte Bluetooth, bah, avoir un bon son comme ça et diffuser un petit peu, ça peut être intéressant. Et c'est un usage que j'ai perdu avec le OnePlus 6. Là, ça revient, donc ça peut être vraiment intéressant. Mais le fait d'avoir mis ce menton en bas, bah, ça a quand même pas autorisé à rajouter une prise jack, puisque non, toujours pas. Il n'y aura plus de prise jack sur le Pixel 3 non plus. Donc là, vous voyez dans la boîte l'adaptateur pour le USB-C vers jack. Voilà, comme Apple, toujours pas de port jack, c'est fini. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient pu quand même le faire rentrer, parce que vu la taille du téléphone et vu la taille du menton en bas, je sais pas ce qu'ils ont mis à la place. Hein. Peut-être une plus grosse batterie, je sais pas. À voir. Bon voilà, on en sait un petit peu plus le 4 octobre. On ne sait pas si ça sortira en France, on n'a pas les prix, on n'a pas tout ça, on n'a pas le détail en fait des différentes variantes, c'est la voir, des coloris, etc. Il y avait peut-être un détail qu'on n'a pas vu sur cette photo, non, il n'y a pas l'incruste, mais on croit en fait voir apparaître le fait qu'il y ait un petit effet de lumière, le bouton en fait au côté, le bouton power aura, là sur le blanc il avait un petit effet bleu, on ne sait pas si c'est un effet de la photo, un artefact de la photo, ou si c'est le bouton qui sera coloré ou pas. Moi j'aimais bien ça sur le Pixel 2, le fait que sur le blanc, le Pixel 2, il avait le bouton orange. Et ça, je trouvais ça sympa comme petite touche de design. Voilà. Alors, on nous dit que Android Windows pense que ça sortira en France comme le Google Home maintenant que tout est sorti. Je sais pas. Je suis dubitatif. J'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien, mais je sais pas. Après, vu le design, pour l'instant, il me fait pas, il m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme on dirait. Au début, j'étais plutôt chaud en me disant, bah, le OnePlus 6, je le prends en attendant, et puis je changerai pour les pixels pour avoir l'expérience pure Android. Pour l'instant, je suis pas, ça me gêne pas. L'expérience pure, bon, évidemment, j'ai pas Android P à la sortie. Là, il est sorti là, je l'ai pas. Mais ça me choque pas, parce que il va arriver assez rapidement. Et puis, il n'y a pas de grande révolution dessus. Je sais que ça arrivera maintenant. Les téléphones, ils ont fait le boulot, en fait, Google, pour que les mises à jour soient plus facilement diffusées sur les autres téléphones. Les constructeurs ont aussi compris qu'il faut le faire maintenant. Donc j'espère que ça va quand même arriver plus rapidement. Là, la mise à jour de suite, ça me choque moins. Et l'expérience pure, bah, sur OnePlus, elle est quasiment pure, ça me choque pas non plus. Donc à voir. Après, il y aura le prix. Il y aura la barrière du prix, c'est-à-dire que, est-ce que maintenant que j'ai goûté au OnePlus, qui est quelque part à moitié prix de ce que sera un pixel, bah, j'ai envie de mettre le double pour avoir bah, juste un pixel, qui serait l'expérience pure, point barre. Je sais pas. Voilà. Donc rendez-vous en octobre, on verra ça. D'ici là. Affaire à suivre. Il y aura sûrement d'autres leaks, hein, vu comment ça fuit dans tous les sens pour les pixels. Il y a le Pixel 3 low cost. Oui, alors c'est pas le XL, mais moi j'aime bien les fat téléphones, ou en tout cas qui ont un écran suffisamment grand. Le OnePlus 6, c'est pile la bonne taille. Franchement, c'est pile la bonne taille. Allez, on sort un petit peu du monde de téléphone et on part dans autre chose, dans les machines à laver. Bah ouais, c'est un sujet qu'on fait pas souvent dans Beats, mais celui-là, on va le prendre puisque c'est Xiaomi qui a annoncé une machine qui s'appelle la Mini J, qui est une machine à laver qui s'accroche au mur. Alors, je connaissais pas ce principe-là, mais c'est pas les premiers, puisque Daewoo l'avait déjà fait en 2016. Ils avaient déjà fait une petite machine comme ça. Alors, c'est des toutes petites machines qui sont dédiées pour les petits espaces. Hein. Donc là, vous voyez sur cette photo-là, clac, le principe. Donc elle est fixée au mur. Vous voyez la taille par rapport à une personne qui est à côté. Petite photo sexiste au passage, puisque c'est madame qui fait la lessive, évidemment. Donc c'est pensé pour les petits espaces. La taille réduite, en fait, propose uniquement un chargement de 3 kg, ce qui est vraiment pas grand-chose. Hein. Chargement maximum. Et fixation murale. Et alors, le gros intérêt, je vous mets les autres incrustes, vous voyez, c'est que ça s'intègre plutôt pas mal. Hein, on peut le mettre assez haut même, hein, on n'est pas obligé de le mettre très près du sol, on peut le mettre assez haut pour le chargement et tout, ça peut être intéressant. Elle est ronde, ouais. Alors il y a un petit notch en bas ou un menton dans lequel doit y avoir le moteur, j'imagine, donc elle est quasiment borderless, hein, vous voyez, on peut le faire. Et on va faire un traitement news machine à laver comme les téléphones. Allez, on vous fait ça. Alors regardez,
Magnifique écran OLED, hein. On voit même pas les capteurs photo qui dépassent et tout. Il y a un petit menton en bas, ok, mais c'est pour le moteur, ils n'ont pas le choix. Ils ont eu le courage d'enlever le port jack, il n'y a pas de port jack là-dessus. Et ils ont eu le courage aussi de réduire le bruit, puisque le fait de fixer au mur, alors ça m'a surpris. Alors après c'est l'annonce, hein, je sais pas ce qu'il en est réellement, mais ils réduisent le bruit, notamment dans la partie période d'essorage, quasiment de moitié, puisqu'ils passent de entre 70 et 90 décibels, 80 décibels, pardon, à 45 décibels. Alors, il faut savoir que la machine à laver, c'est dans l'essorage qu'elle fait le plus de bruit. Vous savez, quand elle est à fond là pour enlever l'eau des habits. Alors là, je suis étonné parce que fixé au mur, alors évidemment, le mur, il va pas bouger. Donc si on la fixe bien, alors la fixation murale doit être assez conséquente quand même. Hein. Tu vas faire des gros trous, des grosses chevilles pour l'accrocher. Sur du placo, avec des chevilles mollies, je suis pas sûr que ça tienne beaucoup, à voir. Et après, en général, si c'est pas hyper équilibré, si c'est assez bourré de linge, le truc il bouge quand même la machine. Donc là, j'ai peur que tu vois, ça tape sur le mur et que ça résonne derrière. Bon, je sais pas, à voir. Évidemment, ça sera connecté, puisqu'il y aura une application sur son téléphone. Alors, est-ce qu'ils vont mettre dans le Mi Home leur application, ils mettent tout ce qui est dédié à la maison, je sais pas. Mais ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir suivre ou lancer sa machine avec le programme dessus. Voilà, donc ça permet d'avoir moins de boutons sur la machine et une interface qui peut être travaillée, qui peut évoluer depuis son téléphone. Pourquoi pas. Mais bon, ça fait pas la moitié parce que c'est exponentiel. Oui, Kléber, tu as tout à fait raison, je sais. J'ai dit une bêtise, c'est vrai. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Si c'est connecté, Cédric a déjà commandé. Ouais, 3 kilos d'habits, ça part vite hein, quand même. Tu mets pas grand chose dedans. Hein. Donc je sais pas. Voilà. Moi je peux pas. Je peux pas là. On est 4 avec les enfants. Ceux qui ont des enfants, ils vont connaître hein, les machines, ça. C'est non-stop. Donc non, ça sera pas suffisant pour moi. Allez, on enchaîne sur les trottinettes. Oui, les moyens de transport. Un sujet récurrent au sein de Beats. On va parler des trottes libres, vous savez, on avait parlé, qui se font hacker. Alors, les trottinettes en libre service, qu'on va retrouver dans Paris, notamment. Donc, il y a deux acteurs hein, qui se partagent le marché sur Paris, qui sont Limebike et Bird. Limebike qui a été racheté par Uber hein, il n'y a pas très longtemps. Ce sont les deux qui ont déployé en fait, des trottinettes en libre service sur Paris, un petit peu comme les Vélib. Donc le principe c'est qu'on a des trottinettes, alors il n'y a pas de station, on les pose un peu partout, et elles sont géolocalisées, et quand on la commande, on vient à côté, on la scanne, et du coup ça lance le paiement sur l'application, et ça déverrouille la trottinette, et on peut rouler avec. Tiens, j'ai une photo d'ailleurs de ça, regardez, c'est ce principe-là, voilà, ces trottinettes comme ça. Et bien, ce qui se passe, donc il y a ces deux sociétés-là, et les usagers en fait commencent à se plaindre parce qu'en fait ils sont incapables de trouver certaines trottinettes, parce que les gens les planquent. Voilà, les gens privatisent les trottinettes, c'est ce que nous dit Android Windows, tout à fait. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, les gens, ils font leur tour en trottinette et à la fin, ils la posent. Ils la scannent pour dire, voilà où je l'ai posée, donc il y a géolocalisation qui se fait. La trottinette se verrouille, donc elle ne peut plus rouler. Et ça reste une trottinette, donc même si ça fait une 12-15 kg, tu peux quand même la trimballer. Donc là, une fois qu'elle est verrouillée et qu'ils l'ont rendue, virtuellement par l'application, les mecs, ils la prennent, ils la rendent chez eux. Donc soit chez eux directement, soit dans l'immeuble, soit dans la cour de l'immeuble, soit dans les bâtiments directement. Voilà. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça fait moins de trottinettes en libre service derrière. Alors pourquoi il y a ça ? Une des premières raisons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trottinettes qui sont disponibles sur le parc parisien. Donc il y a, parmi ces deux acteurs, en tout, il y a 200 trottinettes en tout. Réparties sur tout Paris, vu la population qu'il y a, ça doit être très difficile d'en trouver une. Donc si tu as goûté, et si tu trouves ça intéressant comme moyen de transport, tu l'as touché une fois et qu'après tu te géolocalises et tu dis je veux trouver une trottinette et il n'y en a pas avant faire 10 bornes, et tu vas pas l'utiliser. Donc les gens trouvent ça intéressant et du coup ils vont les privatiser et les rentrer chez eux. Et du coup ça casse l'usage du service pour tous les autres. C'est vraiment dommage. Et alors il y a quelques captures que j'ai été chercher chez nos amis de Numérama. Vous voyez, donc là en fait ils ont fait un petit peu l'essai et on voit très bien dans l'application Lime directement que les trottinettes sont directement dans les bâtiments. Voilà. Et alors le problème, c'est que oui les roues sont bloquées, mais 12 kg tu la portes à bout de bras. Hein. Moi la Xiaomi, la M365, quand elle est pliée, tu roules pas avec, tu la portes à bout de bras, ça rentre, hein. Donc ça se fait sans problème, la trimballer. Alors tu vas pas le faire sur des dizaines de kilomètres, mais que tu la poses devant chez toi, tu la verrouilles, et hop, tu la portes, tu la rentres juste dans la cour de l'immeuble, ça se fait très bien. Hein. Moi, je te le fais sans problème. Donc, en plus, t'as vu, voilà, je te le fais sans problème. Le problème de ça, c'est que, voilà, il y a moins de trottinettes disponibles. Et donc, ils ont contacté Lime et ils ont dit, ouais, mais on peut pas faire grand-chose par rapport à ça,
parce que au final, on ne sait pas qui l'a rentrée. Est-ce que c'est le dernier usager? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui passait par là et qui s'est dit tiens, je la prends pour demain et ils n'ont pas, eux, la capacité à venir sur place, constater ça, ou à détecter que c'est rentré, c'est pas rentré, qu'il a fait, et tout ça. Donc ils ont des limitations techniques, ils peuvent pas aller chercher une autre façon de faire que ce qui est proposé actuellement. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Donc la vraie solution, ça serait d'avoir un parc plus important. Et là, si tu as un parc assez important, bah, les gens vont être sûrs qu'ils seront capables de trouver une trottinette, quoi qu'il en soit. Et ils vont pas chercher à la privatiser. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne continuent pas à la payer. Alors, il faut mettre une alarme à 200 décibels. Alors, il y a déjà des alarmes, ça veut dire que il y a des... dans l'application, tu peux faire sonner une trottinette pour être capable de la localiser. C'est-à-dire que tu te dis, bah, je la cherche, le GPS me dit qu'elle est par là, je la vois pas, tu la fais sonner et tu l'entends. Le problème, c'est que les alarmes sont actuellement limitées en volume et en durée. Parce que c'est des alarmes qui sont censées être sur la voie publique. Donc, il y a des contraintes légales qui font que tu peux pas faire sonner tout n'importe quoi. Donc, quand c'est rentré dans les maisons, bah, tu peux pas faire sonner pendant longtemps et très fort. Donc c'est pendant 10 secondes je crois, et c'est un volume sonore pas très élevé, donc c'est pas forcément gênant. Alors quand c'est dans un appartement, ça peut gêner, mais quand tu le mets dans la cour de l'immeuble ou quand tu le mets dans le couloir à l'entrée, bah, ça gêne personne, donc au final c'est pas une vraie solution. Voilà, faudrait des stations. Oui, mais les stations, le problème c'est que faut aller à un point de station pour en prendre une. Là c'est vraiment le but de les distribuer un petit peu partout. Bon, affaire à suivre, la vraie solution pour moi, ça reste d'en mettre plus partout, et comme ça, on est sûr d'en trouver vraiment partout. Hop. Ah, on peut pas passer à côté de ça. L'annonce de la valorisation d'Apple, voilà, qui vaut 1 trillion de dollars. Alors 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Des explosifs dedans pour les trottinettes. Pourquoi pas? Mais tu sais pas... D'accord, tu fais péter le bâtiment, parfait. Alors 1000 milliards de dollars pour Apple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la valorisation boursière. Donc, c'est pas les sous qu'a Apple en banque, hein, pas du tout. C'est quelle estimation le public, le marché, donne sur combien vaut Apple. Qu'est-ce que un Apple vaut? Voilà, c'est ça. Alors, on a beaucoup entendu parler sur le fait que on pensait que, oui, 1 trillion, c'est en anglais, c'est pas en français. C'est pas 1 billion, je sais pas. Enfin, c'est 1000 milliards. Voilà, on va dire 1000 milliards. Donc Apple n'est pas la première société à passer le cap des 1000 milliards de dollars, puisqu'on a eu PetroChina qui avait dépassé ce chiffre en 2007, voilà, mais qui a redescendu depuis. Et puis il faut savoir derrière qu'il y a quand même encore Amazon, Alphabet, donc Google et Microsoft, qui sont pas trop loin, ils sont dans les 800 milliards. Donc c'est pas non plus la grosse surprise, hein. La bourse et ces grosses sociétés-là arrivent maintenant pas loin de ce palier-là. C'est surtout ça, après il y a l'inflation, le marché n'est pas le même, etc. Mais c'est quand même assez impressionnant. Alors, moi ce qui me marque, et pour illustrer tout ça, c'est que je suis tombé en fait sur un article interactif du New York Times qui essaie de mettre ça en perspective. C'est-à-dire qui dit, 1000 milliards de dollars, ok c'est un chiffre, mais pour vous expliquer réellement ce que c'est, pour vous rendre compte de ce que c'est la capitalisation boursière, hein, c'est ça. C'est la somme de la valeur de toutes les actions qui sont disponibles en bourse. En fait, ils ont essayé de comparer ça avec d'autres sociétés. Alors je vous invite à aller voir l'article interactif du New York Times. Je vous mets le lien dans la chatroom. Vous allez, hop, vous allez voir ça. Donc c'est un truc qui a des machins qui bougent, c'est en anglais, mais c'est interactif et c'est assez intéressant, il y a des animations plutôt sympas. Et je vais vous résumer un petit peu ce que j'en retiens moi de tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on part de 96, où Apple en fait était évalué à 3 milliards de dollars, et c'est l'année où Steve Jobs était revenu en fait dans Apple. Et depuis 96, vous voyez, ils sont passés de 3 à 1000 milliards de dollars. Un truc de fou. Alors, si on prend 3 grandes sociétés quand même américaines, donc ils sont Macy's, Harley Davidson et Ralph Lauren, réunis, mais leur capitalisation boursière réunie, ça fait à peu près 3% de celle d'Apple. 3%, c'est vraiment que dalle. Et en fait, il faudrait prendre 111 sociétés équivalentes à celle-ci pour arriver à égaler Apple. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ces trois-là, donc Macy's, Harley, Davidson, Ralph Lauren, tu rajoutes Mattel, Akamai, Western Union, etc., 111 en tout, et tu arrives à peu près à la valorisation boursière de Apple. C'est ouf. On continue. Un Apple, ça vaut à peu près autant que les 4 principales banques US réunies. Donc Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Donc elles sont à, je crois, 90 milliards au-dessus, mais sur les 1000, c'est peanuts, donc elles sont quasiment au même niveau.
C'est ouf, hein. Un Apple, c'est quasiment autant que les 4 banques américaines principales réunies. Un Apple, c'est supérieur à Volkswagen, plus Toyota, plus Ford, plus General Motors. Et en fait, ça va plus loin que ça, c'est que un Apple, c'est supérieur à toute l'industrie automobile mondiale. Je laisse un petit blanc pour vous essayer de mettre ça en perspective. Donc en fait, on estime, puisque on, c'est la bourse, c'est tout le monde, hein, c'est les marchés, c'est vous comme nous, ceux qui achètent des choses, estime que Apple vaut plus que toutes les bagnoles dans le monde. C'est un truc de fou. C'est une bulle boursière. Je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas que Apple, hein. Amazon derrière, Microsoft, Alphabet, tout ça. Non, non, c'est l'industrie tech. Et tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles tractent en fait, montre que la valeur de tout ça devient intéressante. C'est ridicule. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Et en fait, un Apple, eh ben, ça vaut presque autant que toutes les compagnies aériennes, plus tous les avionneurs, donc les constructeurs d'avions au monde, que ce soit grand public ou militaire. Hein, vous voyez, donc Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Safran, Delta Airlines, toutes les compagnies, etc. Ça met les choses en perspective quand même, hein. C'est assez phénoménal. Voilà, alors, dernier truc pour conclure, un Apple, c'est supérieur à la somme de toute l'industrie média US. Donc Netflix, Comcast, AT&T, Disney, CBS et tout ça. Vous sommez tout ça, ben, ça reste toujours inférieur à Apple. C'est phénoménal. Alors voilà, donc Alphabet, Amazon et Microsoft sont pas loin, 800 milliards. Il y avait une course, une sorte de course, en se disant quel est le premier à dépasser le milliard, le 1000 milliards, est-ce que ça va être Amazon, est-ce que ça va être Apple. Donc une société qui fait des téléphones et des ordinateurs, quelque part, et des tablettes, vaut plus que tout ça. C'est un truc de fou. Après, ça reste une évaluation de la capitalisation boursière. Donc c'est la valeur qu'on donne à la société. Ça reste fictif. C'est pas, ils ont quand même pas mal de sous dans la poche, mais c'est pas ce qu'ils ont en banque. Après, Apple, ils sont un petit peu le marché en train de se tasser. Hein, les smartphones, même si les iPhones, ils les vendent encore très cher, ils arrivent à faire beaucoup de bénéfices dessus, ils en vendent quand même moins en quantité. Les Mac, c'est pareil. Les tablettes, donc les iPads et les tablettes en général, ça se tasse aussi. Donc cette valorisation-là, actuellement, elle est très haute. Est-ce que ça va durer? Est-ce que Apple va être capable de continuer en fait à suffisamment innover pour maintenir ce cap-là? C'est là en fait où ça va être intéressant de les attendre. Et on en a parlé déjà plusieurs fois. Vendre du hardware, c'est très intéressant. Vendre le software qui va avec et surtout le service qui vient avec, ça devient indispensable. Donc le hardware, on est un peu en saturation. Et là, il faut aller chercher d'autres choses comme tout ce qui est service à côté ou les éléments annexes, comme de nouvelles plateformes. La télé, ça a été un sujet à un moment donné, ça n'a pas sorti de produit. La voiture, peut-être, d'autres choses comme ça. Donc il ne faut pas s'endormir en fait sur les lauriers, il faut continuer là-dessus, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que c'était que les 1000 milliards, sans rentrer dans le détail de tout ce qui est les enjeux de la bourse et tout machin. Voilà, allez voir l'article interactif du New York Times, c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Tout le monde dit que ça va redescendre, et ça continue à monter. Ouais, tout à fait. Alors, pour la petite info, ils ont surpassé, en fait, avec ces chiffres-là, les prévisions, leurs prévisions. Donc, Apple, vous savez, ils annoncent des chiffres, disant, ben voilà, nous, on prévoit que pour le prochain trimestre fiscal, on va faire tant de chiffres, tant de chiffres d'affaires, tant de bénéfices, etc. Mais ils ont surpassé leurs prévisions. Vous voyez, donc, et pourtant, ils sont assez optimistes. Et ils ont également surpassé, avec ces résultats-là, toutes les prédictions des spécialistes. Des spécialistes. Voilà. Guillaume Slash disait aussi la santé pour l'avenir d'Apple dans le rendez-vous tech. Oui, c'est vrai, non, ils l'ont déjà fait en fait avec l'Apple Watch et tout ça, ils mettent en avant la santé, ils mettent en avant aussi tous les services autour de la vie privée, parce qu'ils proposent les mêmes services que les autres, mais avec un enjeu vie privée. Oui, ils ont encore des cartes à jouer, mais il faut qu'ils mettent ça vraiment en avant. Il faut qu'en fait ça devienne un business, c'est-à-dire il faudrait pas, hein, loin de moi l'idée de dire ce qu'il faut faire à Apple, mais les marchés actuels sur lesquels ils sont, sur la vente de matériel, ils se tassent, donc il faut qu'ils complètent ça en fait. Il faut que ça vienne du matériel qui va supporter des services. Voilà. Un téléphone à 500 €, ça se vendra jamais. Tout à fait. Allez, on enchaîne. On va parler de la Tesla S5, ou de la S5 Tesla. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une nouvelle Tesla, c'est une nouvelle Audi. Ouais, complètement. Alors c'est un passionné qui s'appelle Samuel Poliak, qui est habitué de la chose, qui a converti une Audi A5 en voiture électrique. Alors, ce monsieur, il n'a pas fait ça dégueulasse, hein. C'est plutôt propre. Donc, il a pris en fait une Audi A5 datant de 2010, qui avait pas mal de kilomètres au compteur, et il a dégagé le moteur dedans. Il a dit, crac, j'enlève tout le moteur diesel dedans, je dégage les sièges arrière, je fais un peu de place,
Je garde par contre tout le système de transmission, donc c'est une Audi S5, hein, donc la version sport, donc avec la transmission intégrale, vous savez, le fameux Quattro chez Audi, donc les 4 roues motrices. Il a dégagé le moteur, il a dit, bah à la place, je vais prendre tout le principe d'une Tesla. Donc je prends la motorisation complète d'une Tesla, donc c'est une P90, je crois, ou P85, je sais plus qui l'a pris, et il va l'intégrer dedans. Alors, il a fait ça plutôt propre, hein. Donc il a dégagé tout le moteur, il a branché dedans, alors il y avait la place, donc il n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Le vrai gros enjeu, ça a été d'être capable de brancher la motorisation Tesla sur la transmission intégrale Quattro. Parce que vous savez, Tesla, quand ils sont en transmission intégrale, en fait, ils ont un moteur par essieu, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et là, ben, lui, il souhaitait faire, je garde la transmission, donc j'ai les 4 roues branchées sur la transmission, et j'ai le moteur que je mets dessus qui va distribuer sur ces 4 roues directement. Et en fait, il a développé lui-même l'adaptateur, pour brancher le moteur sur la transmission. Donc c'est un truc mécanique, hein. Il a conçu un truc, c'est un vrai boulot d'ingénieur, il a conçu un truc comme ça pour pouvoir brancher la motorisation sur sa transmission intégrale. Et ça marche plutôt bien, et c'est plutôt propre et résistant. Le deuxième enjeu, ça a été d'être capable d'installer les 85 kWh de batterie dans la S5. Alors là, comme je l'ai dit au début, le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de dégager toutes les places arrière. Donc il a sorti les sièges arrière et remplacé tout ça par la méga batterie. Donc il a une batterie intégrale de Tesla. Et avec ça, il peut faire les fameux 400 km d'autonomie annoncés. Vous voyez, donc la petite prise intégrée dans la sortie réservoir et tout, plutôt bien fait, hein, c'est assez propre, hein, tout ça. Et alors le résultat, ça marche bien, ça marche plutôt bien. Il y avait des doutes sur le fait que intégrer les batteries à ce niveau-là, est-ce que c'est le meilleur endroit pour gérer l'équilibrage de poids dans la voiture, puisque c'est un véritable enjeu. Est-ce que le fait de les mettre à l'arrière va pas déséquilibrer la stabilité de la voiture, et parce que ça pèse quand même un bon paquet, les batteries. Et en fait, comme c'est sur comme c'est la place des sièges arrière, c'est presque au centre de la voiture, donc ça va à peu près. Il explique qu'il a été plutôt agréablement surpris par la tenue de route. Hein, voilà. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi en fait il y a des gens qui vont jusqu'à faire ça. Parce qu'en fait, il y a des passionnés qui aiment la marque, qui aiment Audi, et Audi est à la traîne sur les véhicules électriques. Sur le marché des véhicules électriques, ils ont la e-tron qui reste une hybride, mais c'est même dans les gammes hybrides, en fait, c'est pas les meilleurs en termes de performance et rapport qualité-prix, si vous voulez aussi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui permet de répondre en fait aux fantasmes et surtout aux impatiences des passionnés de la marque. Donc c'est un vrai signal en fait pour Audi qui dit regardez, il y a des gens qui attendent que ça, allez-y, hein. Allez-y, Audi, bordel de merde. On attend que ça. Faites-nous une petite A3 électrique là, complète, ça peut être sympa. Pour concurrencer la Model 3, allez-y, foncez. Les autres constructeurs, ils vont plus rapidement que vous. Les Volkswagen et tout ça, ils y vont avant vous. Ratez pas le coche, là, ça serait bien dommage. Voilà, bon, c'est un beau mode, hein, on peut dire ça comme ça. Allez, la news Cédric, puisque c'est lui qui l'a trouvé. Palm, on va parler de Palm, puisque Palm est de retour. Ça, c'est une info qui a été sortie par la FCC, donc vous savez, l'organisme de certification américain, qui se charge en fait de certifier que les appareils en fait sont compatibles avec les normes, les réglementations de communication sans fil. Voilà. Donc typiquement le Wi-Fi, les bandes 3G, etc. Et donc là, ils ont vu qu'il y a un... Et alors, tous les fiches produits en fait sont visibles sur la FCC pour peu qu'on sache bien chercher. Et donc là, il y a un produit sous le nom de PVG100 qui a été aperçu, qui est en fait Palm, voilà, un produit Palm. Et alors, c'est le détail qu'on a dessus, c'est pas terrible en fait, hein. Ce qu'on sait, on sait pas beaucoup, mais on sait 2-3 trucs. Ça sera sur la base d'un OS Android 8.1, donc Oreo, version moins 1 du coup, depuis quelques jours. Et que le Wi-Fi en fait serait limité à la bande des fréquences 2 Go 4. Alors ça c'est mauvais signe, ça veut dire que ça serait en fait du bas de gamme quelque part, puisqu'en fait la plupart des appareils Wi-Fi qui sortent maintenant sont compatibles Wi-Fi 802.11 AC, donc 2 Go 4 et 5 GHz. Là non, c'est que du 2 Go 4. C'est bien dommage. Alors pour rappel, Palm, la marque, puisque c'est juste une marque maintenant, a été rachetée par TCL en 2014, et TCL c'est un fabricant chinois. Et ils avaient déjà annoncé en 2017 qu'ils allaient revenir sur le marché en 2018 avec un téléphone à base Android. Voilà. Donc voilà, feu le Palm Pre qui est ici, on aura un nouveau téléphone. On n'a aucune info sur le design, sur est-ce qu'il y aura un clavier comme ça, est-ce qu'il y aura un slide, est-ce qu'il y aura un truc comme ça, une surcouche, j'en sais rien. Voilà. Mais
il y a un produit qui va sortir, donc affaire à suivre. On continue sur le téléphone. On va parler d'un autre téléphone Xiaomi, le Pocophone F1. Alors ça, c'est un téléphone d'entrée de gamme de Xiaomi qui a déjà été annoncé plusieurs fois, pour lequel il y a eu plusieurs fuites, et qui était assez attendu, puisqu'on s'attendait à avoir un nouveau téléphone d'entrée de gamme avec des specs assez hautes, mais avec un prix plutôt réduit, accessible. Mais on a eu du coup une annonce par un e-commerçant roumain, ça a fuité, puisque c'est un téléphone qui est normalement un première cible pour le marché de l'Europe de l'Est. On ne sait pas que ça sera que là. Donc c'est un e-commerçant roumain qui s'appelle PC Garage, qui en fait a publié une fiche produit. Alors vous savez, les fiches produits, c'est souvent en fait que les e-commerçants en fait en créent pour réserver en fait la page produit, pour commencer à remplir en fait le détail, mais sans avoir toutes les infos exactes dedans forcément. C'est pour préparer en fait de renseigner tout ça. Mais là en fait, les specs en fait ont été recoupés avec d'autres infos, d'autres rumeurs, et ça se confirme. Et puis surtout, elles sont pas déconnantes. Voilà, donc en fait, ça serait très proche du Mi 8, il y a même les photos qui vont avec, hein, donc vous voyez. Je vous le montre, ça serait très proche du Xiaomi Mi 8. On a les specs, donc un téléphone avec un écran de 6 pouces, IPS, hein, 2246 par 1080 pixels, un Snapdragon 845, donc le top encore actuellement de chez Qualcomm, 64 Go de stockage, 6 Go de RAM, un lecteur micro SD, le Wi-Fi en 802.11 AC, double caméra, vous voyez sur la ici, double capteur photo, 12 et 5 mégapixels à l'arrière, le lecteur d'empreinte juste en dessous, donc ce qu'on trouve un petit peu partout maintenant, hein, l'alignement des trois trucs, un mono flash, à l'avant un capteur photo 20 mégapixels quand même, donc un truc assez conséquent pour prendre des selfies, Oreo 8.1, Android Oreo 8.1, Bluetooth 5 Low Energy, une batterie 4000 mAh et le double SIM, j'ai tout dit. Alors c'est un très bon concurrent au OnePlus 6, hein, vous voyez, autant en termes de design, alors le notch est un peu plus large là-haut, mais bon, autant sur l'arrière, autant sur les capacités, les specs techniques. Hop, voilà, il y a ça. Le prix estimé est de 430 €, ça a été ce qui était indiqué sur la fiche produit, pour l'Europe de l'Est, encore une fois. Donc, alors c'est une transformation du 430 €, ça a été converti à partir des lei qui est la monnaie en Roumanie. Donc aucune idée si ça sera le même prix ailleurs, et surtout si le téléphone sera disponible ailleurs que juste dans l'Europe de l'Est. Alors on nous dit qu'on ne fait pas confiance à un téléphone d'une marque peu connue, est-ce que les mises à jour vont suivre, etc. C'est une marque connue, c'est reste un Xiaomi. Après il y a la surcouche Xiaomi qui vient avec, évidemment. Donc forcément il y aura la question à se poser, est-ce qu'on aime la surcouche ou pas, est-ce que les mises à jour vont suivre, mais le Mi Mix 2S là qui est le dernier, va recevoir la mise à jour Android P rapidement. Donc c'est avec le projet Treble, ça devrait arriver assez vite. Donc à mon avis, ça va arriver. Ah, j'ai oublié ces petites photos là, regardez-moi ça. Il y a un port jack, wouhou, et il y a de l'USB-C, wouhou. Bref, affaire à suivre. C'est un bon téléphone d'entrée de gamme, à voir s'il sera disponible ailleurs qu'en Roumanie. Allez, avant-dernière news, on va parler d'un brevet chez Amazon qui fait peur, mais qui semble dans la logique de l'évolution du marché, puisque Amazon va mettre la réalité augmentée au service de la productivité. En même temps, Amazon, ils mettent tout pour avoir une productivité au maximum. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est un brevet qui a été déposé par Amazon il y a quelques temps déjà, mais qui maintenant refait surface, sur un principe de lunettes de réalité augmentée, avec un système de guidage intégré et d'assistance pour les personnels dans les entrepôts. Voilà. Donc vous savez, le nerf de la guerre d'Amazon, c'est d'être capable d'avoir des entrepôts énormes et surtout hyper efficaces pour autant charger les produits que les expédier derrière aux acheteurs, vous, nous, voilà. Twitch Prime, allez-y, sub, tout ça, on vous en reparlera après, allez-y. Alors le but de ça, c'est d'augmenter la productivité. Alors je vous mets la petite capture, l'extrait du brevet qui est celui-ci, donc vous voyez c'est un concept, hein, c'est pas un produit qui existe, mais c'est l'idée d'un usage qu'on pourrait en faire. Donc là on a un système de guidage, donc indoor, donc guidage de la personne pour dire voilà, tu dois aller remplir ce panier là pour expédier telle commande, il faut que tu ailles dans tel rayon, tel étage, vous voyez, prends la prochaine à gauche, regarde dans le rayon numéro autant et regarde le casier, le bin, donc la panière J524. Voilà, donc c'est vraiment le GPS pour les personnes. Et il y a un autre truc, c'est que en plus de la localisation et du déplacement du GPS, on va avoir aussi des consignes qui disent voilà, tu prends ça, tu reposes ça, etc. Donc c'est vraiment un aspect mécanique, machinal, c'est qu'on va... Ce qui fait peur dans l'histoire, c'est qu'on va
complètement diriger la personne, pour dire ben voilà, tu vas faire ça, et en fait, il n'y aura plus vraiment de réflexion. C'est vraiment machinal, tu fais ça, c'est quasiment de la robotisation. Premier truc, dommage. Est-ce qu'un robot peut pas faire ça aussi bien? Voilà, ça, un robot le fait bien, la mise en carton, qui pose problème. Bon. Après, un autre sujet, c'est que ben, dans la productivité, ils vont être capables de récupérer énormément d'informations, comme ben, combien de temps la personne met pour aller à tel endroit, à quelle vitesse il marche, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il est plus grand, est-ce qu'il va plus haut, etc. Et du coup, ils vont collecter beaucoup de données. Alors, ils le font déjà, mais là, on va chercher ça un cran plus loin. Est-ce que c'est pas le cran de trop? Est-ce que c'est pas l'étape du curseur qui va trop loin dans l'analyse de la productivité, dans la mesure de l'efficacité des employés? Parce qu'Amazon, ils sont assez connus pour ça, et du coup, avec des conditions de travail désastreuses à cause de ça. Est-ce que c'est l'occasion d'aller trop loin? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mise en place. Hein. C'est vraiment juste un brevet. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils l'ont peut-être déjà fait? On n'en a aucune idée. Mais c'est encore de la capture de données et du tracking des employés au service de la productivité et du rendement dans les entrepôts. Donc ça joue pas vraiment en la faveur de l'image de marque que peut avoir Amazon. Mais ça, de toute façon, pour l'instant, on sait déjà que c'est assez catastrophique chez eux. Cache Investigation avait montré les casques audio des employés des entrepôts Lidl et c'était horrible. Vivement que ce soit remplacé par des robots. Oui, oui, c'est vrai. Si les conditions de travail. Oui, mais vu comment c'est machinal, évidemment, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, tu déshumanises la personne, en fait. Ça devient juste un outil. Et on parle souvent d'outils de travail. Et dire qu'une personne, c'est un outil de travail, ça fait quand même mal aux fesses. Donc évidemment, là, pour le coup, en fait, c'est. Tu te dis, bah, autant mettre un robot qui fera ce travail-là, et du coup, tu vas pas enlever, après on va te dire on enlève des emplois, mais est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée de mettre un humain là-dessus? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait pas considérer mettre des humains à des tâches plus, pas moins ingrates, c'est pas ça, mais plus valorisantes, où il y aura vraiment une capacité de réflexion plus que là, on va juste avoir besoin de bras et de jambes en fait quelque part. Ce serait vraiment dommage. Bref, c'est un long débat qu'on pourrait avoir dans une autre émission. On va continuer sur la dernière news. Et on revient chez Tesla. Tac. Puisque il y a eu un mail de Elon Musk, encore lui, qui est une réflexion qu'il a faite en interne au sein de Tesla. Donc il a fait un petit mail qu'il a diffusé aux employés en disant est-ce que ça serait intéressant, qu'est-ce que vous imaginez si on rendait Tesla privé? Voilà. Donc sortir Tesla du marché public, sortir de la bourse pour rendre cette société privée. Il explique ça de manière intéressante, c'est qu'il se dit, alors je ne souhaite pas prendre le contrôle plus que je ne l'ai actuellement de Tesla. Donc il ne veut pas en fait augmenter son contrôle sur la société. Il ne veut pas racheter toutes les parts en propre. Il y en a 20% à peu près de la société. Par contre, ce qu'il dit, c'est que on pourrait rendre ça privé, donc la société en fait elle-même investit, rachète ces parts-là, à hauteur de 420 $. Donc en fait, la valeur actuelle est de 380 $ par action. Il se dit, on pourrait, à hauteur de 420 $ toutes les racheter, du coup sortir du marché public, comme Dell, Android, Windows, tout à fait. Je vais la comparaison à la fin, exactement. Les employés pourraient également conserver leur part, puisqu'il faut savoir que chez Tesla, tous les employés sont actionnaires de la société. Donc là, les actions seraient converties en parts de la société, logique, exactement comme ce qui est fait dans SpaceX. Et en fait, c'est, je pense, l'expérience qu'il a de SpaceX qu'il veut traduire en fait sur Tesla. Et plutôt que jouer sur les actions en bourse pour les employés, il va donner des fourchettes, des rythmes tous les 6 mois où on va pouvoir acheter ou vendre des parts de la société. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu comme des actions, sauf que ça sera sur un rythme déterminé par la société directement. Alors pourquoi il souhaite faire ça? L'action a beaucoup baissé. Non, l'action n'a pas beaucoup baissé, justement, j'ai une capture là-dessus. En fait, il y a plusieurs raisons évoquées. Il y en a que lui-même évoque, et il y en a qui sont déduites en fait de tout ça. La première, c'est que il dit c'est une distraction pour les employés de regarder en fait la valeur de l'action plutôt que se concentrer en fait à chercher à faire du travail et à chercher à améliorer la société. Et c'est une information en temps réel en fait sur la valorisation de la société qui n'est pas forcément directement liée au travail qui est fait dans la société. Vous savez, c'est une valorisation estimée par d'autres gens. Voilà. Oui, le cours de l'action, c'est ça. Donc il y a des gens qui s'amusent à suivre le cours de l'action plus qu'à travailler et à chercher à faire leur travail mieux, plus efficacement, etc. Ou chercher à faire leur travail tout court. Ça, c'est ce qu'il annonce.
Après, ça motive les employés. Oui, mais du coup, il y en a qui, a priori, passent du temps à regarder que ça. Bon, pourquoi pas. L'autre problème, et c'est surtout là, c'est que les résultats financiers, en fait, quand on est en bourse, quand on est coté en bourse, les sociétés ont obligation de soumettre des résultats financiers tous les trimestres. Donc ça veut dire que la société doit annoncer ses objectifs et doit faire un bilan à la fin des 3 mois pour dire est-ce que j'ai atteint mes objectifs, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont mes chiffres de vente, etc. Qu'est-ce que je me redonne pour la suite. Et ça c'est problématique parce que trimestre c'est une période assez courte, ça ne permet pas de se projeter sur le très long terme et en fait ça risque de, et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qu'il a vu récemment, ça oblige en fait à prendre des décisions qui vont être bonnes pour avoir des bons chiffres sur les trimestres à venir, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs sur le long terme de la société. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Dell. Alors je raconterai l'histoire pour Dell juste après. Donc ils cherchent plutôt à viser sur le long terme et à pas se focaliser sur l'aspect financier, sur la bourse et sur les gens qui spéculent dessus, mais plus sur la société et l'objectif sur le très long terme. Comme toujours, il avait son big fucking plan chez Tesla. Et un autre truc qu'on peut aller chercher, alors oui, juste pour finir là-dessus, un des exemples aussi qui a été retenu, c'est les fameux objectifs de production des modèles 3. Vous savez, il avait annoncé, alors évidemment c'est lui qui l'a dit, il a dit on se fixe comme objectif d'aller produire 5000 véhicules par semaine. Et le fait d'avoir annoncé ça, très bien, c'est un bon objectif en termes de société, mais toute la valorisation de Tesla s'est fait par rapport à ça. Et tous les marchés ont suivi ça. Et nous aussi, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce que Tesla va y arriver? Et le problème de ça, c'est que la société était valorisée par rapport à ça. Et pas par rapport à sa vision long terme sur la production de véhicules électriques, sur l'innovation, sur les nouveaux véhicules qui vont sortir, les camions et tout ça. Pas du tout. C'est sur la production des modèles 3 actuellement. Et il a trouvé ça vraiment dommage, et c'est vrai. Alors que là, Tesla, du coup, pourrait suivre ses propres objectifs et son propre calendrier, en fait, indépendamment de la valorisation d'investisseurs, de banques, de gens qui achètent ou qui vendent des actions derrière. Et le dernier point, c'est que il y a Elon Musk s'était déjà targué en fait de cracher sur des gens qui spéculent à la baisse en fait sur les actions Tesla. Alors c'est un petit jeu ça en bourse, c'est-à-dire qu'on peut se faire de l'argent sur du très court terme en disant je mise sur le fait que l'action va baisser. Et du coup si l'action baisse, je gagne des thunes. Alors ça c'est un principe c'est une mise à l'inverse en fait sur une action. Et du coup il y a des gens qui s'amusent à balancer des infos sur Tesla parce qu'ils ont misé sur le fait que ça va baisser, et du coup derrière ils vont récupérer de l'argent. C'est un très mauvais système, et c'est très dommageable, hein, vraiment c'est le bon mot, pour la société. Et c'est un gros fuck en fait à ce principe-là, et il y en a apparemment pas mal de gens qui s'en amusent sur Tesla. Voilà, alors ça serait forcément temporaire, et donc pas définitif, ça serait sur une période de temps. Je pense le temps de mettre en place toute la stratégie, de montrer que Tesla va être en capacité à atteindre une taille conséquente, à produire pas mal de choses, peut-être à restructurer des choses. Et pour finir sur cette news, je vais faire le parallèle avec Dell. Dell, en fait, il y a 5 ans, donc Michael Dell a racheté l'ensemble des parts de la société, qui est du coup sorti du domaine public. Vous savez que Dell, en fait, il y a 5 ans, c'était pas la grande fête, hein. Ils n'étaient pas au top au niveau financier, au niveau part de marché. Alors, niveau serveur, ça allait, niveau PC et tout ça, c'était pas la fête. Et en fait, Michael Dell est revenu, puisqu'il était un petit peu parti, il a été éjecté, je crois même, par l'ancien conseil d'administration. Donc il est revenu, il a dit, moi j'ai un plan pour la société, je veux restructurer plein de choses, mais il faut me laisser faire. Il ne faut pas que j'ai les mains liées, et la bourse, c'est une contrainte dont je ne veux pas me soucier maintenant. Je ne veux pas qu'on ait des actionnaires, un board d'actionnaires qui disent, non, tu n'as pas pris les bonnes décisions sur 3 mois, alors que j'ai une vision sur beaucoup plus que ça. Et pendant 5 ans, ça fait 5 ans maintenant, Dell est sorti, et il y a eu toute une restructuration dedans. Donc autant les services, autant les business sur les hardware, donc les PC, ils ont retravaillé un petit peu les organisations, les nouveaux hardware qui sortent ont été travaillés comme ça. Et maintenant, ça fait 5 ans, et depuis peu, là, 1 ou 2 mois, ils envisagent évidemment de revenir dans le marché public, donc de rentrer en bourse, pour reprendre un cours normal d'activité. Et ça a plutôt bien réussi pour Dell, c'est-à-dire que, alors on n'a pas encore la valorisation de ce que sera le Dell maintenant dans les 5 ans, mais ce qui est sûr, c'est que la restructuration, on le voit déjà, en fait, Dell se porte quand même mieux, et le matériel qui sort est quand même plutôt intéressant. Alors, XPS, tout ça, évidemment, j'aime bien l'hardware, mais plus généralement, le marché montre que Dell se porte beaucoup mieux. Donc à voir ce que ça vaut, est-ce que Dell a bien réussi ça, et est-ce que du coup c'est intéressant pour Tesla. Ça fait quand même 2 grosses sociétés de la tech
qui s'éloignent de la bourse pour être capables de faire des choses. Donc ça met un petit peu en perspective la bourse, hein, on en parle souvent. Est-ce que c'est pénalisant ou pas pour ces sociétés-là? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Les sociétés de la tech, vous savez, les startups, elles mettent du temps pour entrer en bourse, hein. Il faut choisir le bon moment, la fameuse IPO aux US. Et il y en a qui en plus font la machine arrière et en sortent pour pouvoir continuer à faire comme elles veulent. Donc vous voyez, le capitalisme a ses limites des fois. Voilà. Les boîtes privées font de meilleurs produits. Et oui. Oui, oui, elles se concentrent sur le produit plus que sur l'argent et la valorisation et tout ça, évidemment. Ce ne sera pas un Beats de 3 heures, puisque c'était la dernière news. Nous avons fini, voilà, c'était prévu pour 1 heure, on a 1h10 à peu près. Tout va bien. Merci à vous de nous avoir suivis, Je mets tous les deux parce que je mets Cédric dans la boucle qui m'a aidé à préparer malgré tout. Pour nous suivre sur Twitter, c'est là, vous voyez. Donc Cédric Bonnet, le fantôme, il est là. Chris Kamikaze, juste ici. Pour nous suivre à nous, tout ce qu'on produit ici dans ce magnifique studio, c'est sur Twitter, @stdrenegade, sur Instagram, @stdrenegade, également sur Facebook, c'est stdrenegade, son E à la fin. Vous retrouvez toutes les infos sur l'ensemble des émissions, sur l'agenda et tout ça sur studiorenegade.fr, le magnifique site web où vous allez avoir toutes les infos possibles et inimaginables. Vous allez pouvoir construire votre agenda pour les émissions que vous voulez suivre uniquement. Et pour finir, pour nous soutenir, si vous aimez tout ce qu'on fait, si vous souhaitez nous aider à payer ce magnifique studio, à continuer à faire de superbes émissions, mais pensez à Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Grâce à vous, on a pu s'acheter de nouveaux éclairages que vous allez voir, puisque je spoil peut-être les prochaines publications de notre CM préféré, mais on a de magnifiques nouveaux éclairages à base de LED qui prennent moins de place, qu'on va pouvoir fixer un petit peu plus au mur et tout ça, qui permettent d'avoir une bonne image pour vous diffuser ça. Voilà, notre Tipeee, vous l'avez dans la chatroom. Le Twitch Prime, je ne vous le rappelle pas, vous allez voir ça. Amazon Prime, soutenez-nous et tout ça. Merci à vous d'être encore très nombreux ce soir. Passez une bonne soirée. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, c'est le 15 août. Normalement, oui. Voilà. Sinon, d'ici là, vous allez retrouver sur l'agenda. Moi, vous me retrouvez vendredi pour un magnifique RGB à la place de What the Fox. On va avoir un RGB avec Charlie et Rako. Et puis, pour les autres émissions, vous allez avoir des streams Inc, je crois, jeudi, etc. Regardez l'agenda. Et encore, bonne soirée. Merci à vous. Ciao, ciao!